vos deux caméras n'utilisent pas les mêmes types de cassettes. On ne tournera pas après la discussion. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu. Effectivement, j'ai un peu oublié de vous parler en fait. Vous avez lancé sur le fait que Jupiter est en Capricorne et que l'expansion ne pouvait pas se manifester. Oui, voilà. Donc, voilà, ma question, donc là on recommence. Ma question, c'est la division en 12 du zodiaque. Oui. D'où elle sort cette division en 12? Elle sort parce qu'elle sort de la Parce que vous savez qu'il y a quand même les 12 lunaisons. Enfin, c'est des conjonctions Soleil-Lune, quelque part, qui ont influencé la division du zodiaque. Non, c'est... Vous qui vous intéressez aussi à le Soleil et la Lune, c'est quand même l'occasion de relier le zodiaque avec le processus Soleil-Lune. Ah ben oui, mais si vous voulez, à ce moment-là, je le relie avec les 28 demeures de la Lune. Aussi. Hein, aussi. Qui se font quelque chose. Enfin, les 12 mois lunaires, c'est quand même, ça existe. Les 12 mois lunaires, ça existe. Et ça n'a rien à voir avec le zodiaque, à votre avis. C'est toujours... L'astrologie, peu importe par le bout que vous preniez, c'est toujours un rapport avec la géométrie de départ. Et après, une fois que vous avez fait de la géométrie, vous allez pouvoir vous apercevoir que les 36 décans, eh bien, c'est aussi, si vous voulez, une division du cercle. Les 72 génies, c'est aussi une division du cercle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, eh bien, on va affiner le système. Alors, par exemple, vous accordez l'importance, vous êtes un tropicaliste. C'est-à-dire que vous attachez l'importance, vous basez votre zodiaque sur le point vernal. Oui. Alors, le point vernal, c'est intéressant, mais c'est pas une planète, le point vernal, c'est pas un astre. Non, d'accord. Donc c'est quelque chose de relativement abstrait. Pour les anciens, alors moi je suis assez anthropologue, et moi j'ai du mal à penser. Alors vous êtes d'accord avec moi qu'une conjonction Soleil-Lune, oui, surtout une opposition, enfin une conjonction entre deux astres, c'est moins abstrait que le passage du Soleil sur une ligne abstraite. Oui. Hein, quand même. Or, un des critères, vous mettez comme critère en avant la géométrie, mais il y a un deuxième critère qui paraît très important, c'est la corporéité des éléments dont on se sert. C'est-à-dire qu'on parle d'une bête qu'on voit, qui existe. Bon, le défaut du point vernal, c'est qu'il n'y a pas de corporéité. Oui, mais il est quand même construit sur quelque chose qui est quand c'est même... mathématique. C'est pas seulement mathématique. C'est même, enfin, c'est mathématique, c'est des projections, c'est des prolongations, c'est des... tout ce qu'on veut. Oui, mais s'il est quand même construit, on va dire, sur la ligne des solstices et des équinoxes. Oui, c'est ça. Mais ça ne se voit pas. L'observateur du ciel, quelqu'un qui regarde le ciel, ne le voit pas. Il voit une conjonction ou une opposition ou un carré entre deux planètes, il ne voit pas, à moins de faire des calculs qu'il voudra, mais il ne voit pas ça. Donc ça, on pourrait très bien imaginer votre système, si vous voulez, et c'est là que c'est à la fois, enfin, il pourrait très bien être utilisé sur une autre base zodiacale que celui que vous utilisez. Je ne parle pas de la symbolique, je ne parle pas du système des correspondances. Mais le fait de le faire démarrer sur la rencontre entre le point vernal et l'écliptique, c'est vraiment une abstraction extraordinaire. Moi, par exemple, j'ai élaboré un zodiaque, si on veut, qui lui fonctionne à partir des rencontres de Saturne avec certaines étoiles fixes. Alors, quand l'étoile fixe, les fameuses 4 étoiles fixes royales, parce qu'on parlait du 4, qui ont joué un rôle très important dans les mondes perses. Là, quand Saturne passe sur... parce que quand Saturne passe sur une étoile, c'est quelque chose qui est visuel. Quand le point par rapport au... alors, les anciens, nos ancêtres, ont pu vouloir baliser le temps ou structurer le temps à partir d'une horloge. D'ailleurs, il y a deux horloges qui se... Parce que quand on parlait de Jupiter-Saturne, il y a une espèce de parallèle entre Jupiter-Saturne d'un côté et Soleil-Lune de l'autre. C'est-à-dire que il y a le couple Soleil-Lune, et puis à un autre niveau, à une autre octave, il y a le couple Jupiter-Saturne. Oui. D'ailleurs, entre parenthèses, Saturne et la Lune ont les mêmes nombres, quelque part. C'est le 28, c'est le 7, etc. Et le 4 en conséquent, parce que donc, effectivement, le Soleil-Lune correspond à un temps beaucoup plus court que Jupiter-Saturne. Vous savez qu'à l'Arnès, que pendant plusieurs siècles,
à la Renaissance, déjà depuis le Moyen Âge à la Renaissance, on étudiait les conjonctions Jupiter-Saturne tous les 20 ans. Par exemple, c'était une cyclicité qui était très connue, très importante, même en dehors des milieux astrologiques. Et par conséquent, il y a en effet d'un côté le Soleil et la Lune qui déterminent le temps, qui structurent le temps au niveau le plus rapide, l'année, les mois, etc. Et puis vraisemblablement, l'humanité a voulu, à un moment donné, chercher un repère d'une plus grande ampleur. On parlait sur 7 ans, sur 20 ans, etc. Et elle a cherché, et donc elle s'est intéressée notamment à Saturne. Saturne qui était la planète la plus éloignée et la plus proche des étoiles, la plus proche du firmament. Il est possible qu'on ait voulu, en effet, créer, parallèlement au monde solulunaire, on a voulu créer un autre système plus lent, qui serait lié à un rapport d'une planète avec, non pas infernale d'ailleurs, mais une étoile fixe. Donc, je dis ça comme ça parce qu'il y a des recherches actuellement qui sont assez poussées dans ce sens-là, qu'on pourrait d'ailleurs développer. Mais le problème du zodiaque, c'est un problème très gênant, parce que il n'existe véritablement sur le plan symbolique que pour le Soleil. Si on étudie la symbolique zodiacale, apparemment pour vous, il n'y a aucun rapport entre le zodiaque et les mois de l'année, d'après ce que vous m'avez dit. Si, il y a le rapport, si vous voulez, qui existe entre l'un et l'autre, c'est qu'on assiste au réveil de la nature. Et on vit quand même dans cette nature-là. Et le réveil de la nature se faisant au passage du soleil à ce point vernal. Oui. Hein, et c'est, il ne faut pas nous débrancher, si vous voulez, il ne faut pas débrancher l'individu et l'homme de cet axe qui est l'horizon, hein, sur lequel, en réalité, les maisons vont participer à sa... Parce que vous, pour vous, tout de suite, vous rapprochez l'horizon et l'équinoxe. Ah non, alors... je veux dire que pour vous, c'est deux plans qui sont très en analogie, oui. En fait, quelque part. Oui. Bien que l'horizon soit un phénomène rotationnel, Oui. et l'équinoxe soit un phénomène annuel, en quelque sorte. Mais si vous voulez, c'est le plan sur lequel l'horizon, c'est vraiment le plan sur lequel on vit qui change constamment avec le soleil. Mais c'est ce plan-là. Et à un moment, il y a un cas particulier où là, les jours et les nuits ont la même valeur. Et c'est ce cas particulier qui fait qu'on débute ici. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Non, mais ça c'est clair, d'ailleurs Nicolas l'a montré, mais à sa façon, il a bâti son zodiaque aussi sur ça. Mais moi je suis très sceptique parce que, premièrement, effectivement, je ne suis pas certain, je ne suis pas un adepte absolument convaincu du 12. Je pense que le 12, au niveau zodiacal, est une projection des lunaisons. Les 12 lunaisons qui a d'ailleurs donné naissance au 12 mois de l'année judaïque, au 12 mois de l'année islamique, parce qu'actuellement, le ramadan, par exemple, on peut suivre le ramadan en regardant la lune. Ah, bien sûr. Je dis qu'actuellement, on a dépassé la pleine lune, donc on est à la moitié du mois du ramadan, au 9e mois, je crois. La religion, on va dire, est basée sur la lune et non pas sur le soleil. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est la lune. Le soleil est le point lent, la lune est le point rapide. Oui. Il faut toujours qu'il y ait un rapport lent-rapide. C'est pour ça que apparemment vous êtes par exemple, dans le cas de Jupiter et Saturne, Jupiter est plus rapide que Saturne. Mais entre Saturne et l'étoile fixe, le contraste est encore plus fort. Ouais. Parce que quelque part, l'étoile ne bouge pas, en quelque sorte, si on peut dire. Et Saturne rejoint. Et ce qui est intéressant, c'est que les conjonctions Jupiter-Saturne n'ont jamais lieu au même endroit. Bien sûr. Alors que les conjonctions Saturne et étoiles sidérales ont toujours lieu au même endroit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une dérive de 120 degrés à chaque conjonction Jupiter-Saturne. Alors que quand vous étudiez le retour d'une planète sur un point sidéral, sur une étoile, il n'y a pas le nombre de la planète. Par exemple, regardez par exemple ce qui est assez amusant, par exemple, on prend Saturne. Saturne, il a une vitesse de révolution d'avant 30 ans. Oui. Mais on ne peut pas l'appréhender, cette révolution, dans un rapport avec d'autres planètes. Puisque dès lors qu'il y a une autre planète, il ne va pas avoir 30 ans. Bien sûr. Le seul moment où il peut avoir 30 ans, c'est le retour de la planète sur sa position natale. C'est pour ça que vous attachez l'importance à la... C'est ça qui confère au thème natal une telle importance.
C'est le seul critère, c'est le seul repère qui permet d'avoir la planète comme telle qu'elle au niveau de l'évolution héliocentrique. Uranus, par exemple, les 42 ans d'Uranus, vous me parlez du Messie d'Uranus, on peut l'avoir que par rapport au thème natal. Mais on ne peut pas l'avoir par rapport à Uranus-Neptune, Uranus-Saturne, Uranus-Jupiter. Et la seule autre alternative, c'est l'étoile. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les deux seules façons de valider une révolution de 30 ans pour Saturne ou de 12 ans pour Jupiter, c'est soit le thème natal, qui est quelque chose de totalement individuel, soit une étoile fixe. Et alors il y a donc deux écoles d'astrologie qui ont démarré comme ça. L'école d'astrologie qui a privilégié le thème natal et à laquelle vous faites référence, et l'autre école qui dit moi je cherche aussi un point fixe, mais c'est pas le thème natal, c'est l'étoile. Donc là il y a deux écoles qui cohabitent et qui se confrontent. Alors moi je salue votre démarche, mais effectivement moi j'ai fondé une autre école qui elle ne se réfère pas du tout au thème natal, mais se réfère aux grands axes naturels. Parce que vous savez que, curieusement, Antares et Aldébaran constituent un axe qui est presque exact. Ils sont tous les deux à 8 degrés anthropiques. Et que, quand on a pris goût à ces étoiles fixes, c'est vrai qu'on regarde le malheureux axe équinoxial et solsticial en disant qu'il est bien maigrichon et qu'il est bien abstrait, etc. Et donc, effectivement, il y a là un problème. Et apparemment, la rencontre de Saturne, le cycle de Saturne n'a pas besoin nécessairement d'être divisé en 12. On peut très bien se contenter d'une conjonction avec 4 étoiles fixes en carré. Le nombre 12, vous savez, c'est justement un jeu auquel on peut se prêter. Je ne sais pas si on vous a fait ce coup-là. Si vous divisez un gâteau, Oui. vous pouvez le diviser en 4, Oui, je suis d'accord. et après vous le divisez en quoi? En 8, Oui. mais vous ne pouvez pas le diviser en 12, après ce système-là. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du 4 au 12, on passe du 4 au 8 et du 4 au 16. Oui, parce que Le 12 n'est pas dans la logique de subdivision du 4. Parce que là, vous êtes dans la vous partagez l'espace. Donc il est normal que vous partagez en 4, en 8 ou en 16. Parce que vous suivez votre logique. Mais à partir du moment où vous faites de l'astrologie, vous n'êtes plus dans l'espace, vous êtes dans, on va dire, la multiplication de l'espace par le temps. Oui. Et donc là, vous faites introduire le 4 x 3 ou le 4 plus 3. Pourquoi je dis ça? Parce que le temps, eh bien, vous avez un présent, vous avez une antériorité et une postériorité. Et on voit bien que c'est le chiffre 3 qui rentre en ligne de compte. Oui. Donc on peut dire, si vous voulez, que le polygone de 3 côtés, c'est le temps, alors que le polygone de 4 côtés, c'est l'espace. Oui. Et que l'astrologie, qui, elle, va nous renseigner sur la multiplication du temps et de l'espace. Donc la multiplication de 4. Oui. Et moi, je vous répondrai sur un autre plan. Jacques Bob, parce qu'on s'appelle tous les deux Jacques, je vous répondrai que le 12 appartient essentiellement au monde Soleil-Lune. C'est-à-dire que Oui. c'est fondamentalement au niveau du découpage du temps annuel par des rencontres Soleil-Lune que le 12 se met en place. Mais imaginons, comme on l'a dit tout à l'heure, des gens qui veulent construire une astrologie qui n'est pas solilunaire et qui fonctionne qui n'est pas concerné par la Soleil-Lune, qui n'est pas concerné non plus par les saisons, parce que tout simplement, justement, pour moi, l'astrologie, quelque part, à un moment donné, parce qu'il y a plusieurs astrologies, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une astrologie de la rotation qui est basée sur la rotation de la Terre, qui fait que les maisons sont importantes. Il y a une astrologie qui est fondée sur les conjonctions Soleil-Lune et sur les saisons. Il y a une astrologie qui est fondée, éventuellement, sur l'idée de faire circuler une planète plus lente, qui va permettre d'avoir une structure de temps plus intéressante. Par exemple, au lieu d'avoir des périodes de 7 jours, on va avoir des périodes de 7 ans. C'est quand même intéressant. Au niveau du gain, au niveau de la chronologie, c'est quand même intéressant de pouvoir organiser sa vie, non pas sur... d'avoir une expansion du temps. Or, en passant du plan Soleil-Lune au plan
Saturne, au plan Jupiter ou au plan stellaire, on arrive à des unités de temps plus intéressantes. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de s'intéresser au 12. C'est même pas une nécessité. Le 12 n'a pas de raison d'intervenir au niveau de Jupiter-Saturne, donc le passage de Saturne dans un signe zodiacal ne fait pas sens. Saturne, il passe dans des périodes il passe dans ce qu'on pourrait appeler des périodes des carrés, des quarts de cercle, et pas des douzièmes de cercle. Donc finalement, il y a quelque chose d'étonnant et d'étrange. Je parle de votre démonstration concernant le passage de Saturne en Vierge. Le passage de Saturne en Vierge n'est pas en lui-même pertinent, du moins tel que vous le présentez, parce qu'il faudrait nous montrer que ça fait sens pour Saturne de passer par un système divisé en 12 qui n'est pas conçu pour lui, mais qui est conçu et qui s'origine sur un autre plan. Et l'astrologie, quelque part, pour moi, cette astrologie des planètes lentes, enfin relativement lentes, on n'a aucun pas compte des transsaturniennes, elle s'est constituée par opposition, d'une certaine manière, à l'astrologie, ou par volonté de dépassement, de poser une unité de temps qui ne sera plus du tout la même. Vous imaginez qu'une humanité qui fonctionne sur 30 ans ou sur 7 ans n'a pas le même rythme de vie, n'a pas la même qualité civilisationnelle qu'une humanité qui fonctionne au niveau de l'année et au niveau du mois. Oui, donc il y a un gain au niveau de la théorie du temps qui est considérable. Où je m'interroge, c'est que, si vous voulez, l'astrologie, elle est faite pour une collectivité qui est, elle, faite d'individus. Que ces individus sont soumis à quoi? Eh bien, au rythme journalier du jour et nuit, c'est-à-dire soleil. Oui. Ah. Et donc, si vous voulez, l'astrologie que vous faites, elle a peut-être, pour moi, elle a une valeur certainement dans des cycles de civilisation, mais par contre, au niveau individuel, je ne vois pas où est le... Ah ben moi je vais vous répondre. Où est le fait que l'individu il est soumis quand même je vais vous répondre. Au soleil et lune. Oui, il est soumis... Alors premièrement, aujourd'hui, oui, il est soumis aujourd'hui, ça ne nous oblige pas à étudier, à nous intéresser à Jupiter et Saturne. Moi je n'ai pas dit que le cycle... Je n'ai pas dit que l'astrologie zodiacale n'était pas intéressante. Je n'ai même pas dit que le zodiaque n'était pas intéressant, même au niveau solstice équinoctial. J'ai dit qu'il n'avait pas de raison d'être par rapport à Jupiter et à Saturne. Donc il a certainement une raison d'être, un, au niveau solaire, puisque quelque part le soleil c'est ça qui détermine un peu l'équinoxe et le solstice. Deux, au niveau du 12, parce qu'effectivement il y a des rencontres, etc. Donc quand on est dans le champ du soleil-lune, le zodiaque a parfaitement sa raison d'être. Maintenant, l'autre question que vous me posez, c'est au niveau individuel. Alors là, de ce côté-là, je vous répondrai par la façon suivante. Je reprendrai exactement l'exemple que vous m'avez donné tout au début de notre entretien. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, si je veux savoir si quelqu'un est saturnien, je ne vais pas étudier si Saturne passe sur son Saturne natal, je vais étudier si lorsque Saturne rencontre une des 4 étoiles fixes de la royale, il se passe des choses importantes dans sa vie. D'accord. Et ça ne sera pas renvoyé au thème natal. Le thème natal n'intervient pas dans le système. Mais à ce moment-là, donc, je vais dire, voilà, bon, effectivement, il y a ceux pour qui le passage de Saturne à tel endroit stellaire a des répercussions, et ceux pour qui ça n'a pas de répercussions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas du tout polarisé sur le thème natal. D'accord. Cela dit, c'est une astrologie que je respecte. C'est l'astrologie de Gauquelin, c'est l'astrologie rotationnelle. Vous savez que le thème natal, c'est pas non plus l'astrologie des saisons. C'est-à-dire qu'on a 3 astrologies là en discussion. On a une astrologie de l'horizon et du méridien et de la rotation et de ce qui se passe au moment de la naissance. Entre parenthèses, je ne vois pas de raison, cher monsieur Bois, je ne vois pas de raison pour considérer le zodiaque au niveau natal. Parce que d'une certaine manière, c'est les maisons qui sont valables au niveau natal. Le zodiaque, lui, est valable au niveau du circuit annuel et pas forcément au niveau natal. Donc il y a un double abus, parce qu'effectivement, le zodiaque n'a ni à être utilisé au niveau natal, puisqu'on est dans une rotation, on a les 12 maisons et que c'est autre chose,
et que c'est pas, on utilise, et quand Jupiter passe de la maison 8 à la maison 9, c'est pas parce qu'il a changé de signe zodiacal, on est bien d'accord là-dessus. Bon. Et que d'ailleurs Gauquelin laisse entendre que d'une certaine manière c'est l'enfant éventuellement qui justement comme les changements sont extrêmement rapides, on peut imaginer quand même que l'enfant ou que la mère attend le moment de naître qui corresponde à la nature profonde de l'enfant. Donc ça, c'est un autre problème. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a 3 astrologies. Une astrologie maison natale, qui a été étudiée par Gauquelin, qui a été balisée par Gauquelin, et qui montre qu'effectivement, Mars, Jupiter, Saturne, la Lune et Vénus sont des planètes qui sont opératives ou opérationnelles au niveau natal. Donc Gauquelin a fait apparaître cette astrologie natale. Il y a une astrologie annuelle, solilunaire, qui est une astrologie qui balise les saisons, qui balise les mois de l'année, qui balise la vie annuelle des populations, et qui, elle, a fait l'objet de certaines études, comme celle de Didier Castille, sur le fait que les gens qui sont nés sous certains signes ont des propensions, ou même les gens de Tours, là, que j'ai rencontrés l'autre jour, qui disent que les gens meurent plus facilement quand le soleil est à l'opposé de leur soleil de naissance, des choses comme ça. Pourquoi pas? Et puis vous avez et là vous avez le zodiaque. Et puis vous avez une 3e astrologie, une astrologie à plus long terme, avec des cycles plus lents, qui s'intéresse plutôt au rapport planète-étoile, et qui, elle, a une division qui n'est ni celle des maisons, ni celle du zodiaque, mais une division en 4, qui est celle d'une rencontre tous les 7 ans avec, etc. Donc ces 3 astrologies, comme vous dites, vous les dites très bien, peut-être même sans très bien savoir, on a affaire à 3 astrologies. Il y a des astrologues qui combinent les 3 en une seule. Oui. Ils font le thème natal, et Saturne, il regarde le Saturne au natal, il regarde si Saturne est dans quel signe au natal, il regarde le transit de Saturne sur le thème natal, etc. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ça revient effectivement à 2 logiques, ou à 2 solutions logiques qui se présentaient. On a envie de se servir de ces planètes, mais on a envie aussi de baliser leur processus. Donc soit on choisit le thème natal avec toute la problématique de l'individuel, soit on choisit le sidéral, et à ce moment-là on a une problématique du collectif. Et ça ne marche pas au niveau individuel. C'est-à-dire soit ça marche au niveau individuel mais pas au niveau collectif, soit ça marche au niveau collectif et pas individuel. Donc si vous voulez, bon, et ce sont 3 astrologies qui cohabitent. Le grand problème, c'est quand on essaye quand on mélange les 3 niveaux. Chaque astrologie a parfaitement sa justification. Le problème, c'est de combiner les 3 niveaux, et c'est un petit peu, à mon avis, ce que vous avez fait quelque part. Parce que tout simplement, pour une raison très simple, c'est que, comme c'est tout à fait humain, vous avez voulu réformer l'astrologie, elle est ce qu'elle est, et je vais dire une chose que vous avez trouvé que j'exagère, vous n'êtes pas allé c'est comme quand par exemple Jean-Pierre Nicolas, il a aussi voulu réformer l'astrologie. Il a reformulé la définition des planètes, du zodiaque, des aspects, etc. dans les années 60-65. Hein. Moi, j'ai interviewé d'ailleurs pour Téléprovidence, vous avez interviewé qui dure 2 heures et demie avec lui. Mais il a gardé, effectivement, il a réformé, mais il a fait une sorte de réforme de façade. C'est-à-dire qu'il a ravalé l'astrologie. Il a dit, bon, on va garder globalement les grands systèmes de l'astrologie, les grandes pratiques de l'astrologie, ce qui fait que son astrologie, même si elle est réformée, elle est tout à fait utilisable par l'astrologue moyen, parce que finalement, il a simplement nettoyé, toiletté l'astrologie. Mais il n'a pas touché, et en plus il a accepté les transsaturniennes, mais il n'a pas touché à ce syncrétisme astrologique qui fait que tout ça s'emboîte, un peu comme les poupées russes, n'est-ce pas? On met tout ça, ce télescope, c'est le cas de dire. Il y a un télescopage de l'astrologie. Vous savez d'où vient le mot télescopage? Ça vient justement que le télescope, on les repliait. Donc on a un truc qui s'étend, on le télescope, donc tout ce qui était à des strates différentes se retrouve sur un seul et même plan. C'est ça le télescopage. Donc l'astrologie, c'est amusant parce qu'elle est doublement victime du télescopage, puisque d'une part elle est victime parce qu'on s'est cru obligé d'utiliser les planètes qu'on avait découvertes au télescope, et elle est victime parce qu'on a effectivement télescopé ces différentes strates, et qu'on en a fait une seule strate, où le niveau des maisons, le niveau des signes zodiacaux, le niveau des planètes, etc., tout ça, ça se retrouve sur un seul et même plan qui est le thème natal. Effectivement, la révolution que moi j'ai introduite, c'est de remettre en question ce télescopage. C'est-à-dire de dire, voilà, non, il y a plusieurs niveaux et ne mélangeons pas les 3 niveaux.
C'est ce que font un peu des astrologues indiens d'ailleurs, ils font plusieurs thèmes. Ils ne mettent pas tous sur un seul et même thème. Mais la vraie question, c'est effectivement la pertinence même, la légitimité même de ce thème natal, qui effectivement est unitaire, mais dans un sens, je dirais, négatif. Il est unitaire puisqu'il unit les trois astrologies en une seule. Hein. Mais moi qui suis un grand partisan de l'unité, là je trouve que ça va trop loin. Je pense que ce n'est pas une unité qui est souhaitable, mais on est dans un unitarisme, enfin, on est dans une astrologie qui est devenue unitariste. C'est comme si quelqu'un était arrivé un jour en disant voilà, il y a ces trois astrologies, ça va pas, on va essayer de rassembler de rassembler ces trois astrologies en une seule. Qui a donné le thème natal tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pas le thème natal à la Gauquelin qui est un thème natal uniquement avec les maisons, c'est un thème natal qui accumule toute l'astrologie en une seule. Et ça cause de grands problèmes de cette astrologie qui est chargée de tout un ensemble de, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même excellemment, qui est une accumulation de toutes sortes de travaux sur l'astrologie, et on considère que ça ne fait qu'une seule et même astrologie. Mais le problème c'est que vous êtes vous-même victime un petit peu de cette confusion des genres de l'astrologie en fait. C'est-à-dire aussi que moi je pense que vous voulez qu'en réalité, l'astrologie c'est répondre à une question. Donc en fonction de la question que l'on a posée, on va aller voir et on va peut-être pratiquer telle astrologie, ou on va aller voir telle maison, telle planète et telle chose. Alors qu'on veut faire dire trop de choses dans l'astrologie. Et c'est un petit peu, on pêche, à mon avis, en voulant lui faire dire trop de choses. Parce qu'en voulant lui faire dire trop de choses, eh bien, on mélange plusieurs concepts. Et à mon avis, c'est là où le bas blesse. Alors que l'astrologie, elle, doit servir à répondre à une question et à une seule. Est-ce que les architectes font des catastrophes au niveau de la géométrie de leurs immeubles en ce moment? Oh, bah oui. Les urbanistes aussi. Aussi, oui. C'est-à-dire qu'il ferait bien de On faire... en prend plein la gueule quand on passe devant. Oui. Vous devez le ressentir, ça. Oui. Il ferait bien de prendre quelques cours de géobiologie. Je vous demandais de me laisser un petit... On a un livre d'or. Oui. Là, on n'a pas emporté, mais on le remet à un temps. Un livre d'or, vous allez vous préparer parce qu'on part dans un quart d'heure. Hein. Et c'est le dernier fin. Donc on est enfin, on a est-ce que vous pouvez nous laisser quelques mots, comme on fait nos amis? Oui. Mais en fait, je suis très très content de le rencontrer. D'ailleurs, j'aimerais bien vous inviter à nos colloques. Est-ce que vous voyagez parfois? Oh oui, ça m'arrive. Je ne reste pas dans ma Loire. Oui, donc je continue l'entretien que j'ai eu avec Jacques Bois, dans le train qui va de Saint-Étienne à Lyon. Et je disais en partant, on avait déjà fermé le système, je disais que le temps est lié au collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, on s'est dépêché pour attraper le train de 19h48 parce que tous les gens qui veulent aller à Lyon à ce moment-là prennent le train de 19h48. Même si ça leur plaît pas, même s'ils ont notre propre rythme, ils sont obligés de se conformer à ce rythme-là. Donc effectivement, l'humanité n'a besoin de temps que pour introduire un ordre social. C'est-à-dire pour que les gens, à telle date, fassent les choses ensemble. Que ce soit des élections, que ce soit un voyage, que ce soit l'ouverture des bureaux, de la poste, etc. Du moment que vous n'avez pas votre structure individuelle, vous êtes obligé de vous référer au temps. Quand vous êtes autonome, par exemple, si nous avions pris votre voiture, on n'aurait pas cet impératif de temps. Sauf que moi, je vais être à Lyon à telle heure. Ça aurait été un nouvel impératif. Mais s'il y avait eu simplement l'idée de retourner à Saint-Étienne, à Lyon, on aurait pu rester une demi-heure de plus à discuter avec M. Bois. Donc, ce sont les impératifs collectifs de notre dépendance à des impératifs collectifs qui confèrent au temps une telle importance. C'est pour cela que dire que le temps est une affaire individuelle est à mon avis paradoxal. Le temps n'est pas là pour gérer la diversité des individus, parce que justement quand les individus fonctionnent de manière indépendante, ils n'ont pas besoin du temps. Le temps nous sert quand il s'agit de nous inscrire dans un collectif. C'est ça que je voulais dire.
pour aller dans le Se nommer dans l'indépendance. Se nommer dans la dépendance du collectif. Voilà. Et donc, on ne peut pas poser comme principe de base que l'astrologie, qui est un savant du temps, parle de l'individu. Elle parle d'abord du collectif, elle parle d'abord des impératifs collectifs, elle est en phase avec le droit constitutionnel, avec le droit, avec la science politique, avec la sociologie, avec l'économie, avec la religion, avec toutes les contraintes collectives. Elle n'est pas... le passage du collectif à l'individuel se fait dans un second temps. Et d'ailleurs, c'est tout le problème du mélange du premier temps et du second temps qui pose. On en a parlé l'autre jour aussi avec Lisiane Lacombe, qui disait vous prenez pour argent comptant comme si vous étiez déjà dans un second temps. C'est qu'il y a des personnes qui sont programmées pour être dans le second temps. Elles présupposent que le premier temps est acquis. Vous savez, c'est comme si des gens, par exemple, quelqu'un qui est par exemple femme de ménage, elle, la seule chose qui l'intéresse, c'est tout, elle arrive à la fin de la journée, elle fait le ménage. Elle ne va pas se compliquer la vie, elle n'intervient pas sur ce qui s'est passé. Bon. C'est cette phase. Il y a des gens qui sont en phase 2. Ils sont en phase 2 et ils considèrent que la phase 1, c'est pas leur affaire, qu'elle est déjà réglée par d'autres personnes. Même si c'est pas le cas. Mais elles font comme si c'était réglé. Et j'ai l'impression que beaucoup d'astrologues, et d'astrologues femmes notamment, fonctionnent comme si toutes les bases de l'astrologie étaient parfaitement opérationnelles, cohérentes, et qu'il s'agissait beaucoup d'appliquer, donc de passer à la phase 2. Avec notre ami Bois, que je disais tout à l'heure à la gare, je vous dis, ce qui est remarquable chez vous, c'est que bien que vous ayez voulu rapprocher la géobiologie et l'astrologie, nous pensions à la limite que vous étiez quelqu'un qui faisait la géobiologie et qui avait adopté une astrologie traditionnelle. Il n'a pas tellement parlé de la géobiologie. Non mais justement, ce qui est certain, c'est que justement, il a cru nécessaire, lui, parce qu'il est quelqu'un du temps 1, du premier temps, il s'est dit, je vais pas, si je dois utiliser l'astrologie, je vais pas utiliser n'importe quelle astrologie. J'ai un bénéfice d'inventaire, je vais regarder, je vais déjà vérifier que cette astrologie, elle obéit à des règles géométriques, par exemple. Donc il a revisité l'astrologie avant de l'appliquer avant de l'appliquer. Alors que beaucoup d'astrologues, eux, ils appliquent avant d'avoir validé au niveau théorique. Et la validation théorique, quand vous parlez de validation théorique à l'application, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Il a le mérite d'avoir eu le besoin de passer au stade 1, au stade de reconsidérer les bases et de ne pas passer à l'application de ces bases sans s'assurer que ces bases, non seulement elles fonctionnaient, mais elles se conformaient à une certaine rigueur géométrique. Et c'est la même démarche que chez Nicolas, que chez tous les astrologues hommes. Je ne sais pas s'il faut vous inclure dans cette catégorie. Tous les astrologues hommes refusent de se contenter de passer au stade d'application, ce qui n'est d'ailleurs pas très sympathique pour les femmes. C'est un peu une sorte de guerre entre les sexes. Les femmes disent oui, mais la théorie, on peut en faire n'importe quelle théorie. Et les hommes qui disent mais la pratique, on peut faire n'importe quoi en pratique. Chacun minimise le rôle de l'autre. Les femmes vont dire la théorie c'est le propos, la propos c'est la pratique. Et les hommes vont dire la théorie c'est l'essentiel, la pratique c'est toujours, on peut toujours trouver une solution à la pratique. Il faut que vous compreniez, monsieur Mansuil, que le monde est duel, que tout est duel, et même parfois plus que ça. Tout à l'heure on a vu, il y a plusieurs niveaux d'astrologie. Il y a plus, et les on peut difficilement être à la fois au niveau 1 et au niveau 2. Toujours un des deux niveaux qui est un petit peu sacrifié. Soit on est un théoricien qui va réélaborer les bases et qui va laisser aux praticiens le soin de les appliquer comme ils peuvent, soit on est un praticien qui va se passionner par la pratique et qui va considérer le dossier des bases comme un dossier clôturé, acquis. Donc, ce que je trouve dommage, c'est que les astrologues n'aient pas appris cette dualité et que l'on soit encore à des disputes complètement ridicules et que tout simplement on dit cela. Bon, vous êtes un praticien, vous êtes un praticien. Très bien. Mais les praticiens n'arrivent pas à faire la leçon aux théoriciens, vous comprenez?
Moi, des gens qui me disent, par exemple, Pluton est forcément important dans le thème, je l'ai vérifié, ça veut dire qu'il a interdit à toute réflexion de l'astrologie pour savoir si on utilise Pluton ou pas en astrologie. Donc c'est ce que j'appelle une forme de castration. Il pose son expérience, son niveau d'expérience, son niveau d'intervention comme définitif et final et décisif, et il interdit tout appel, il interdit toute remise en considération de ce qu'il a vérifié. Le praticien n'est pas là pour enfermer la théorie, pour rigidifier la théorie. Il est là pour voir si une théorie X est applicable ou pas. Il n'est pas là pour dire que de l'application valide une fois pour toutes la théorie sous la formulation qui est la sienne. Il y a un abus, encore une fois. Le praticien, il est simplement là pour me dire, votre théorie, elle est applicable, elle est viable, on peut s'en servir. Maintenant, quand le praticien me dit, non seulement votre théorie est pratique, elle est servie, mais vous n'avez pas le droit d'en changer, il dépasse les limites et les bornes de ce qui est supportable. Donc la tolérance entre astrologues, c'est déjà de dire, votre rôle, je le respecte, il est bien aussi, vous comprenez ? Et c'est aussi, moi ce que je constate dans toutes ces discussions, c'est le manque de respect pour ces deux plans. Bon, et puis alors, il y a des gens qui font effectivement, qui bricolent un peu les deux.